Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Khadija Faraj. On va aborder aujourd'hui la physiopathologie de l'hypertension intracrânienne. Donc, c'est un cours du module de la physiopathologie. J'espère que cette vidéo sera bénéfique pour vous. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez le lien de mon Instagram et de mon page médicale dans la boîte d'infos, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. C'est parti. Alors dans cette vidéo, je vais utiliser le polycopier du professeur Labassi en cas où vous pouvez utiliser le même support. Alors je vous invite à voir le plan du cours. Donc premièrement, on va commencer par une introduction et on va définir qu'est-ce que c'est que l'hypertension intracrânienne. Ensuite, on doit faire quelques rappels physiologiques, la physiopathologie, les mécanismes qui vont conduire à cette hypertension intracrânienne. Ensuite, les conséquences de cette hypertension intracrânienne après l'installation de cette hypertension. Le diagnostic étiologique, parce que l'hypertension intracrânienne rentre dans le cadre de plusieurs étiologies. C'est une pathologie elle-même, mais elle est causée par une autre pathologie. Donc on va voir pas mal de pathologies peuvent causer l'hypertension intracrânienne. Donc on va voir l'étiologie, le diagnostic paraclinique, c'est-à-dire les examens paracliniques qui vont conduire à le diagnostic de l'hypertension intracrânienne. Et on va finir par une conclusion. Alors, l'hypertension intracrânienne est l'ensemble de symptômes cliniques et paracliniques graves, qu'elle peut être aiguë ou chronique, c'est-à-dire l'installation de cette hypertension intracrânienne et les symptômes peuvent être de façon brutale ou peuvent être de façon chronique. De façon brutale, quand l'étiologie est une étiologie par exemple traumatique. Un traumatisme peut causer l'apparition très rapide d'un hématome au niveau du cerveau et cet hématome va élever la pression au niveau du cerveau. D'accord? Et c'est par définition l'hypertension intracrânienne. Donc, l'hypertension intracrânienne, c'est par définition l'élévation de la pression dans la boîte crânienne. Ou chronique, par exemple, un processus tumoral qu'il va se développer en volume, très lentement, silencieusement, et donc il va causer une hypertension intracrânienne d'installation chronique. Donc, quelle est la définition de l'hypertension intracrânienne finalement? Elle se définit par une élévation durable des chiffres de la pression intracrânienne, donc PIC, pression intracrânienne, au-delà des valeurs physiologiques, c'est-à-dire supérieures à 20 mm mercure. Chez l'adulte, on parle de 20 mm mercure, parce que la pression chez l'adulte, à l'état normal, est entre 8 et 15. Donc, au-delà de 20 mm mercure chez l'adulte, on parle d'une hypertension intracrânienne. Donc, c'est ça la définition, retenez-la bien. Alors, les chiffres de pression intracrânienne normaux varient selon l'âge. Chez l'adulte, donc, la valeur normale est entre 8 et 15. Chez l'enfant, entre 3 et 7. Et chez le nourrisson, entre 1,5 et 6. Donc, vous avez que le crâne est une boîte osseuse, ou bien la boîte crânienne est une boîte osseuse qui est inextensible. Ça veut dire que l'augmentation de l'un de ces compartiments va entraîner forcément une hypertension intracrânienne. Parce que la boîte est inextensible, elle ne peut pas augmenter en volume. D'accord? Et donc, à l'intérieur de la boîte crânienne, on trouve trois secteurs ou trois compartiments. On trouve le parenchyme central, c'est-à-dire le cervelet, le cerveau, etc. D'accord? Donc on trouve tous ces compartiments, on l'appelle le compartiment central. Donc il occupe la majorité du volume, donc il occupe 80 à 85% du volume à l'intérieur de la boîte crânienne. Ensuite, on trouve le secteur vasculaire, c'est-à-dire le volume du sang, que ce soit le sang artériel, veineux ou capillaire. Il occupe un volume qui est moindre, beaucoup plus moindre, c'est 3 à 6%. Et on trouve le liquide céphalorachidien. N'oubliez pas que le liquide céphalorachidien circule constamment dans les ventricules et dans les espaces sous-arachnoïdiens. Donc là, il occupe une partie de 5 à 15% du volume. Ces compartiments, ces volumes sont constants, c'est-à-dire ils n'augmentent pas. Ce qui explique que la pression intracrânienne reste normale, d'accord? Reste normale. Donc vous voyez que le volume parenchymateux plus le volume sanguin plus le volume liquidien est égal à une constante, c'est-à-dire le volume est constant et par conséquent la pression est constante. Toute augmentation de l'un de ces compartiments va provoquer une diminution de l'un des autres compartiments. C'est un mécanisme, si vous voulez, de compensation, d'accord, de l'organisme face à l'augmentation de l'un de ces compartiments. Je vous donne un exemple. Quand il y a un processus tumoral ou néoplasique qui se développe aux dépens du volume parenchymateux,
D'accord? Donc, forcément, il y a augmentation du volume parenchymateux. Même si c'est de façon vraiment chronique et lente, mais il y a quand même une augmentation du volume parenchymateux. D'accord? Quand il y a une augmentation du volume de parenchymateux, il y a une compensation par le corps, par voilà, le système de compensation. L'un ou les deux de ces volumes doivent diminuer pour que le volume total reste constant et par conséquent la pression intracrânienne reste constante. D'accord? Donc si le volume sanguin, on aura une vasoconstriction pour diminuer un petit peu le volume sanguin, on aura une résorption un petit peu du liquide céphalorachidien. L'essentiel que le rapport reste constant. Mais ces mécanismes de compensation seront rapidement dépassés et l'hypertension intracrânienne s'installe. Si par exemple ces mécanismes étaient vraiment capables de maintenir, ne seront pas dépassés si vous voulez, l'hypertension intracrânienne ne s'installe jamais. D'accord? Donc ces mécanismes vont être rapidement dépassés et l'hypertension intracrânienne s'installe. Donc vous voyez, il existe une autorégulation cérébrale qui est caractérisée par la capacité du cerveau à maintenir une pression intracrânienne stable et donc un débit sanguin cérébral. On va voir quelle est la relation entre la pression artérielle et le débit sanguin cérébral. Donc la physiopathologie. L'importance de l'hypertension intracrânienne dépend de deux paramètres. Premièrement, le volume de la surcharge de la boîte crânienne. Plus l'hypertension intracrânienne s'élève, d'accord, plus on aura des conséquences néfastes. Et la vitesse d'installation du processus causal. Une hypertension intracrânienne qui est causée par un traumatisme est différente totalement de l'hypertension intracrânienne qui est causée par un processus tumoral. D'accord? Donc les signes vont être aigus ou chroniques. Plus les variables volume sont lentes, plus l'adaptation volumique centrale est efficace. On vient de dire ça. Le parenchyme cérébral s'adapte par les échanges liquidiens intra-extracellulaires. Donc par exemple, quand je vous ai dit le secteur vasculaire, pour diminuer le volume par exemple du secteur vasculaire, par sa vasomotricité, donc on peut faire une vasoconstriction. Le liquide céphalorachidien par ses capacités de sécrétion ou l'augmentation de la résorption pour diminuer par exemple le liquide céphalorachidien quand on a une augmentation de l'un des volumes, que ce soit vasculaire ou bien cérébral. D'accord? Donc l'essentiel que les systèmes d'adaptation visent à maintenir la pression stable. Mais ces mécanismes, on a déjà dit, qui sont rapidement dépassés, d'où l'installation de notre hypertension intracrânienne. D'accord? On va voir la relation volume-pression qu'on appelle l'angle, la courbe de Lange-Fitte. D'accord? L'augmentation du volume intracrânien est reliée à la pression intracrânienne par l'étude de cette courbe, dite courbe pression-volume. Donc, vous voyez, voici la courbe. Là, c'est le volume, d'accord, qui est occupé par les différents secteurs. C'est le volume total, d'accord. Par les trois secteurs au niveau de la boîte crânienne, qui doit rester constant dans l'état normal. Et voici la pression. Donc, si le volume est constant, la pression est constante. Vous voyez, si le volume augmente, d'accord, quand on a par exemple un processus tumoral, un hématome, généralement, ça c'est dans le cas lent, où on a un processus lent. Les mécanismes d'adaptation vont être optimales. Donc là, le volume augmente par le processus tumoral, on va dire. Juste un exemple, d'accord. Et vous voyez que la pression reste la même. Et ça est dû au mécanisme d'adaptation, c'est-à-dire diminution des deux secteurs. L'essentiel, la pression artérielle, la pression intracérébrale ou intracrânienne reste, c'est pas intracérébrale, intracrânienne, parce qu'on parle de la pression qui règne au niveau de la boîte crânienne, d'accord, au niveau de l'os, à l'intérieur de l'os, à l'intérieur de la boîte crânienne. Vous voyez, vous remarquez que la pression reste stable. Eh bien, elle reste stable grâce à ces mécanismes de compensation. Et vous voyez juste que les mécanismes de compensation, une fois que les mécanismes de compensation seront dépassés, une petite élévation de la pression artérielle, vous voyez que la pression intracrânienne augmente très rapidement. Donc, on est passé de, par exemple, là, c'est 12 mm mercure, on est passé jusqu'à 60 par une élévation très faible du volume, d'accord. Donc une fois les mécanismes d'adaptation seront dépassés, il y aura une augmentation, vous voyez, très rapide et très importante de la pression intracérébrale, intracrânienne, d'accord. C'est ça la courbe volume-pression. Alors il faut signaler aussi qu'il existe une relation
entre la pression intracrânienne et la pression de perfusion cérébrale. La pression de perfusion cérébrale, c'est tout simplement la pression qui doit régner au niveau des vaisseaux pour que l'irrigation du cerveau soit optimale. D'accord? Donc, il existe une relation entre la pression de perfusion cérébrale qu'on appelle PPC, d'accord, dont la valeur normale est entre 70 et 80 mm/Hg, et la pression intracrânienne qui est juste là. Donc, vous voyez que la pression de perfusion cérébrale est égale à notre pression artérielle moyenne moins la pression intracérébrale. Donc, si on a une élévation de la pression intracérébrale, vous voyez bien que le rapport là diminue, d'accord? Donc, si on a une augmentation de la pression intracérébrale, la pression de perfusion cérébrale diminue automatiquement. Et qui dit diminution de la pression de perfusion, dit diminution du débit, c'est-à-dire la quantité du sang qui arrive aux cellules. Et qui dit diminution de cette quantité, dit défaut d'irrigation et dit nécrose s'il n'y a pas une intervention rapide. D'accord? Donc, vous voyez que l'hypertension intracrânienne a des conséquences néfastes sur l'irrigation des cellules cérébrales et donc ça peut conduire jusqu'à la nécrose des cellules cérébrales. Donc, l'élévation de la pression intracérébrale cause automatiquement la diminution de cette pression de perfusion cérébrale qu'on appelle la réaction de Cushing. D'accord? Donc là, la réaction de Cushing, donc on a l'élévation de la pression intracérébrale vers les valeurs proches de la pression artérielle moyenne et suivie de l'augmentation de la pression artérielle systémique par l'intervention du système sympathique. Donc on a une vasoconstriction et la vasoconstriction élève la pression artérielle moyenne, notre pression artérielle moyenne. Donc quand ce rapport augmente, ce rapport doit forcément augmenter pour maintenir cette pression de perfusion cérébrale stable ou bien dans les normes pour une irrigation qui est optimale. D'accord? C'est purement de la mathématique. D'accord? Si cette pression augmente, cette pression doit augmenter aussi pour maintenir cette pression stable ou dans les normes. Donc, pour augmenter cette pression, on doit faire une vasoconstriction, généralement par le système sympathique. Et là, qu'on appelle l'augmentation de cette pression, est appelée réaction de Cushing. Et c'est juste un mécanisme d'adaptation. Le mécanisme d'adaptation est généralement dépassé. Et donc, on aura l'installation de la nécrose ou l'installation de l'ischémie. Ensuite, comme on a déjà dit, lorsque les mécanismes de l'autorégulation seront dépassés, le corps n'arrive plus à élever la pression artérielle, moyenne au-delà de la pression intracrânienne, d'accord? Et donc la pression intracrânienne sera supérieure forcément à la pression artérielle moyenne. Donc vous voyez que ce rapport sera nul, est égal à 0. Donc la pression de perfusion cérébrale est égale à 0 et ça c'est une chose qui est grave, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sang qui arrive vers les cellules. Donc vous voyez, les mécanismes d'adaptation, retenez bien que ce sont des mécanismes qui sont temporaires, qui vont être rapidement dépassés. Et donc arrêt circulatoire cérébral, interruption de l'irrigation et mort cérébrale, c'est-à-dire que les cellules cérébrales ne peuvent pas résister à cet défaut d'irrigation et sont des cellules qui sont sensibles, c'est-à-dire une petite diminution de l'irrigation cause une ischémie rapidement et une nécrose rapidement des cellules cérébrales. Donc le débit cérébral, le débit sanguin cérébral, vous voyez que il a une relation avec la pression de perfusion cérébrale. Donc le débit sanguin cérébral est égal à la pression de perfusion cérébrale sur les résistances vasculaires cérébrales. Donc vous voyez, si cette pression diminue, le débit automatiquement diminue. Le débit, c'est-à-dire la quantité du sang qui arrive par unité de temps. Donc vous voyez, si cette pression diminue, le débit automatiquement diminue et donc on aura une ischémie cérébrale par conséquence. Alors, on va voir les mécanismes qui vont conduire à l'hypertension intracrânienne. Donc, pour faciliter la compréhension, donc on a une pathologie quelconque, forcément cérébrale, ça ne peut pas être une pathologie autre, d'accord? Pathologie. Donc, par la baie d'un mécanisme, elle va causer notre hypertension intracrânienne.
D'accord? C'est vraiment facile à retenir. Donc là, on va voir un exemple. Il y a trois mécanismes, parce qu'on a trois secteurs, forcément on a trois mécanismes. Soit le premier mécanisme, c'est l'augmentation du volume vasculaire. L'augmentation du volume vasculaire. La pathologie est soit une vasodilatation par perte d'autorégulation cérébrale qui donne une hyperémie, cas des hématomes. Donc là, quand on a un hématome par exemple, ou bien une tumeur vasculaire quelconque, donc notre pathologie est un hématome, si vous voulez, donc par accumulation de sang. Le mécanisme est une augmentation du volume, ou bien une augmentation du volume vasculaire, d'accord, augmentation du volume vasculaire, et ça cause une hypertension intracrânienne. Donc je vous ai dit, l'hypertension intracrânienne est elle-même une pathologie, mais elle est causée par plein de pathologies par la baie d'un mécanisme. C'est vraiment facile. On va voir un autre exemple. Augmentation du volume parenchymateux, ça c'est le mécanisme. Dans le cas de l'œdème cérébral, ça c'est une pathologie, contusion pathologie, ou bien les tumeurs cérébrales, pathologie aussi. D'accord? Donc je vais donner un exemple. Une tumeur cérébrale par la baie de mécanisme qui est l'augmentation du volume cérébral, ou bien le volume parenchymateux, désolé, le volume parenchymateux, ça va causer notre hypertension intracrânienne, tout simplement. Le troisième et le dernier mécanisme, c'est l'augmentation du volume de LCR. Rien de difficile. Donc, tumeur obstructive qui va boucher les voies de circulation du LCR et donc accumulation du LCR à l'intérieur de la boîte crânienne, ou bien une hydrocéphalie, c'est-à-dire l'accumulation du LCR dans le cerveau. Et l'hydrocéphalie a plusieurs étiologies, soit problème de sécrétion, donc une sécrétion inappropriée, ça c'est un mécanisme qui est rare, soit un obstacle sur les voies de circulation, et ça c'est le mécanisme le plus fréquent. D'accord? L'essentiel, c'est une hydrocéphalie qui est une pathologie. Par la baie de mécanisme qui est l'augmentation du volume du LCR, on aura forcément une hypertension intracrânienne. Alors, les conséquences de l'hypertension intracrânienne, ou si vous voulez les manifestations cliniques, donc on aura des céphalies, d'allure diffuse ou localisée matinale, c'est logique. Donc, quand la pression s'élève, ça stimule les terminaisons nerveuses et ça entraîne la douleur qui est la céphalie. Les vomissements, angines, mal à l'aise digestive et les nausées. Troubles visuels, donc flou visuel, scotome, diplopie au fond d'œil, œdème papillaire, hémorragie, voire atrophie. Parce que quand on aura une augmentation de la pression, ça entraîne une stase au niveau des veines optiques, et la stase du sang au niveau des veines optiques cause que le plasma fuit du vaisseau, elle est obligée, fuit du vaisseau vers l'interstitium, ou bien vers l'interstitium, voilà, et ce qui va causer le trouble visuel, le fond d'œil, etc., l'œdème papillaire, etc. Donc voilà. Crise convulsive avec trouble de comportement, ça c'est manifestations qui sont en rapport avec l'irritation des cellules cérébrales. Au stade de l'hypertension intracrânienne décompensée, la perte de la régulation va entraîner l'ischémie cérébrale, ça c'est la première manifestation qui est dangereuse. Avec l'ischémie cérébrale à pour signe diminution de la vigilance, somnolence, obnubilation, voire coma, parce que les cellules ne reçoivent plus de sang et donc plus d'énergie. Et l'engagement cérébral, c'est une conséquence grave. C'est quoi l'engagement cérébral? C'est tout simplement quand la pression intracérébrale, intracrânienne augmente, il arrive qu'une portion, par exemple, du cerveau rentre dans par exemple la faute du cerveau, ou bien la faute du cerveau, ou bien à n'importe quel orifice qu'elle trouve, le cerveau rentre dans l'orifice pour diminuer justement cette pression. Et vous voyez que l'engagement est c'est une conséquence qui peut être mortelle. Donc vous voyez différents types d'engagement, c'est pas vraiment important de les faire parce que ça entre vraiment dans la neurologie, c'est pas la physiopathologie. Mais retenez que l'engagement est une conséquence qui peut être grave et mortelle. Et c'est pour ça que la ponction
lombaire est contre-indiqué formellement en cas de suspicion d'hypertension intracrânienne. Quand on a par exemple au fond d'œil, quand on a un œdème papillaire, ça contre-indique formellement la ponction lombaire, parce que l'œdème papillaire est l'un des signes de l'hypertension intracrânienne. Et si on a une hypertension intracrânienne, ça veut dire qu'il y a un risque d'un engagement du cerveau dans un espace qui ne convient pas, dans un orifice, n'importe quel orifice qu'il trouve, la peau du cerveau, n'importe quel orifice qu'il trouve, il va rentrer dans l'orifice. Imaginez si on ponctionne la moelle ou bien la portion du cerveau qui s'est engagée, et ça peut être mortel. Donc voilà, retenez bien que la ponction lombaire est contre-indiquée dans ce cas-là. Le diagnostic étiologique, on a déjà des étiologies, un œdème cérébral. L'œdème cérébral, c'est-à-dire l'accumulation du liquide, soit à l'intérieur des cellules, qu'on appelle l'œdème cytotoxique, soit à l'intérieur soit au niveau de l'espace entre les cellules cérébrales, qu'on appelle l'œdème vasogénique. Donc voilà, un processus tumoral, un hématome, un processus infectieux qui va causer un abcès, hydrocéphalie, hypoglycémie ou bien CO2. Donc voici tous les étiologies qui peuvent causer une hypertension intracrânienne. Le diagnostic paraclinique, cette partie est pas vraiment importante. L'essentiel qu'on peut causer le diagnostic par TDM, qu'elle peut retrouver le diagnostic étiologique, qu'elle peut retrouver la masse en cas de tumeur, qu'elle peut retrouver l'hématome. L'IRM, donc il peut confirmer le diagnostic et donne plus de précision, mais généralement on utilise le TDM. On peut mesurer la pression intracérébrale tout simplement et on la retrouve élevée. Le Doppler ou bien l'électroencéphalogramme n'a aucune indication diagnostique, permet de localiser les foyers épileptogènes. Donc le diagnostic paraclinique, c'est pas vraiment important. Et généralement, l'hypertension intracrânienne va se manifester par les différents signes caractéristiques. Comme conclusion, l'hypertension intracrânienne peut être grave car elle peut mettre en jeu le pronostic vital. Comprendre la physiopathologie et les signes cliniques qui l'accompagnent permet de minimiser ses conséquences. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. N'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne, mettez un petit like à la vidéo et voilà, à la prochaine.